On raconte souvent que dans le nord du Myanmar les arnaques électriques font des ravages, mais crois-moi, en Corée du Sud, l'escroquerie téléphonique dépasse tout ce que tu peux imaginer. Là-bas, c'est le grand art, du vrai professionnalisme. Cette organisation frauduleuse engrange chaque jour des centaines de millions de dollars, mais cette fois, ils sont tombés sur la mauvaise personne, un simple ouvrier du bâtiment, qui n'était autre qu'un ancien soldat des forces spéciales. Après sa retraite, il avait même rejoint la police chinoise pendant quelques années. Plus tard, il fut renvoyé de force pour avoir arrêté un criminel coréen, et il s'est donc retrouvé sur un chantier de construction. Cet homme s'appelle Zixin, et il travaille toujours avec sa femme. Ensemble, ils avaient réussi à économiser assez pour acheter une maison. Un jour, un jeune homme débarque sur le chantier, installe volontairement un brouilleur de signal et sabote une étagère, ce qui fait tomber un ouvrier. Heureusement, l'ouvrier portait un harnais de sécurité. Zixin n'a pas hésité une seconde, il a grimpé aussitôt pour le sauver. Les ouvriers, paniqués, ont aussitôt appelé le patron. Mais au moment où les choses se compliquent, le signal disparaît soudainement. De son côté, dans un restaurant, la femme de Zixin reçoit un appel étrange. « Bonjour, je suis maître Kim Yeon-so, avocat et ami de Seo June. »« Ah, oui ? Il y a bien eu un accident sur le chantier, mais ça devient sérieux, alors Seo June m'a contacté. »« Est-ce qu'il est blessé ? » ?»« Non, ce n'est pas ça. Un ouvrier est mort au travail, il y a eu un peu de négligence, et maintenant Seo June est au poste de police. Vous ne pourrez probablement pas l'appeler. » La femme, méfiante, décide quand même de joindre son mari pour confirmer. Mais impossible, le téléphone de Zixin ne passe pas affolé, elle appelle le patron de son mari. « Bonjour, je suis la femme de Han Seo-jun, qui travaille avec vous. »« Quoi ? Mais il y a eu un accident ici, un mort, et le chef est parti au commissariat. Il reviendra un peu plus tard. » Cette fois, la peur s'installe dans son cœur. Elle croit vraiment que Zixin a des ennuis. Alors qu'elle s'apprête à partir pour le poste de police, un autre coup de fil retentit. « Êtes-vous bien la femme de Han Seo-jun ? Ici le commissariat central de Busan. Votre mari a eu un accident et il est au poste. Si vous voulez le voir, vous pouvez venir directement. » La femme raccroche et se précipite pour partir. Mais avant même de franchir la porte, le téléphone sonne encore. Cette fois, l'interlocuteur se présente comme l'avocat engagé par l'entreprise de Zixin. Et d'un ton pressant, il lui dit. « Vous devez choisir, soit votre mari va en prison, soit vous acceptez une réconciliation. Mais pour cela, il faut verser immédiatement 70 millions. Une fois payé, Zixin sera libéré sur le champ et l'affaire disparaîtra. » Sous le choc, la femme n'arrive plus à réfléchir. Elle court vers l'ordinateur et transfère l'argent sans attendre. Pendant ce temps-là, sur le chantier, Zixin venait justement de sauver l'ouvrier en danger. Le patron arrive sur le chantier. Il a vu la scène et comprend que c'est grâce à Zixin que l'ouvrier a été sauvé. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'au même moment, la femme de Zixin venait d'être piégée, les escrocs lui avaient volé toutes leurs économies. Le brouilleur de signal installé plus tôt avait déjà été retiré. Quand Zixin rallume son téléphone, il voit les nombreux appels manqués de sa femme. Il la rappelle aussitôt. Mais elle, croyant encore à l'histoire du poste de police, lui demande. « Tu es enfin sorti du commissariat ?» Zixin ne comprend rien, quel commissariat ? De quoi tu parles ? C'est alors qu'il réalise la vérité, sa femme s'est fait escroquer. En panique, il court à la banque pour bloquer le transfert. Mais trop tard. L'argent a déjà été siphonné par les escrocs. Épuisé, lui et sa femme s'effondrent au sol, des années de travail parties en fumée. Sur le chemin du retour, le téléphone sonne encore. Cette fois, c'est l'escroc qui rappelle, comme pour se moquer de lui. Peu après, Zixin est victime d'un grave accident de voiture. Transporté à l'hôpital, il tombe dans le coma, réduit à l'état de légume. Puis survient un nouvel appel, celui de son patron. Celui-ci s'excuse sans fin, reconnaissant sa responsabilité. Il avoue que tous les employés ont été trompés de la même façon pendant 30 jours. Rongé par la culpabilité, il finit par mettre fin à ses jours. Les employés floués affluent alors au commissariat. Mais la police avoue son impuissance, l'argent est déjà transféré à l'étranger, impossible de le récupérer. À l'enterrement du patron, un ouvrier éclate de colère. Si le patron n'avait pas dit à nos familles qu'il y avait eu un accident,
elle ne se serait pas fait avoir. Zixin tente de calmer la situation, mais l'homme l'empoigne et l'accuse. En cherchant des réponses, Zixin interroge la secrétaire du patron. Elle lui apprend que ce dernier avait reçu un appel d'une prétendue compagnie d'assurance, à qui il avait donné toutes les informations des employés, sauf que cette société n'existait pas. Une fausse couverture montée par les escrocs. Zixin se souvient alors d'un détail, ce jeune homme tatoué aperçu le jour de l'accident sur le chantier. Il n'était clairement pas un ouvrier. Grâce à ses réflexes d'ex-policier, il réussit à retrouver sa trace. En suivant les indices, il découvre que ce type était impliqué dans le trafic d'êtres humains, il comptait vendre des étrangers à l'étranger pour de l'argent. Sur la route, Zixin percute sa voiture, le neutralise et le passe à tabac. Mais ce n'était qu'un petit pion. Sous la violence, il finit par avouer que Zixin le livre au commissariat, exigeant l'arrestation de Cui. Mais le directeur de police reste vague, Cui n'est qu'un agent local. Le vrai chef s'appelle Shenshi, et il n'est même pas en Corée. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Mais Zixin ne veut rien entendre. Il veut récupérer son argent et détruire cette organisation criminelle. Il prend alors contact avec une ancienne alliée, une hackeuse de génie qu'il avait souvent aidé dans ses enquêtes lorsqu'il était policier. Grâce à elle, il parvient à localiser Cui en traçant son numéro. Ensemble, ils se rendent dans la planque de Cui, au cœur de la Corée du Sud. Mais à leur arrivée, ils découvrent que la police s'apprête elle aussi à intervenir. Zixin comprend que pour pulvériser tout le réseau, il devra infiltrer le groupe de l'intérieur. Sans hésiter, il se présente directement au bureau de Cui, prétendant être un ami du garçon tatoué. Pour gagner leur confiance, il invente que l'homme dehors est un agent infiltré. Mais lors de la fouille menée par les hommes de Cui, il trouve un micro sur lui. Le maire Cui ordonne à ses hommes de détruire toutes les preuves, mais déjà la police encercle les lieux. Dans la panique, Zixin s'échappe en compagnie de Cui. Ils sont immédiatement pris en chasse par les forces de l'ordre. Zixin dit à Cui de descendre en rappel le premier. Il attire sur lui toute l'attention des policiers, puis saute à son tour le long de la corde. En fuyant, il croise encore une patrouille. Mais dans la confusion, le directeur de la police lui arrache son masque et découvre son visage. Zixin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Impressionné par son courage, Cui lui tend une carte de visite et l'invite à se rendre au QG d'une organisation étrangère de fraude. « Je leur passerai un coup de fil pour toi », lui dit-il, avant de le laisser descendre. Mais à peine parti, Zixin avertit la police et leur donne l'emplacement de la voiture de Cui. Puis, dans un geste lourd de sens, il dépose son alliance entre les mains de la femme de son allié hackeuse. Il a pris sa décision, partir à l'étranger et anéantir cette organisation de l'intérieur. Très vite, la police coréenne enquête sur son identité et recueille toutes ces informations. Mais Zixin, déjà à l'étranger, arrive à l'adresse indiquée par Cui. Là, il est repéré par des hommes de la rue. Ils le capturent, vérifient ses papiers, mais découvrent que ces informations sont fausses. Ils lui bandent la tête et l'emmènent dans une grande salle où se trouvent de nombreux nouveaux venus. Ici, ce sont tous des gens recherchés ou bannis de Corée. Ils cherchent à se refaire une fortune grâce à l'arnaque. Zixin découvre alors un hall immense où des centaines de personnes suivent une sorte de formation. On lui attribue une chambre et quelques « collègues ». Leur mission est simple, chacun reçoit des centaines de numéros à appeler. En groupe de 4, ils jouent différents rôles, faux policiers, faux banquiers, faux fonctionnaires et montent des scénarios pour pousser leurs victimes à transférer de l'argent. On donne à Zixin le rôle d'un employé de banque. Mais au moment d'effectuer une transaction, il débranche volontairement la ligne. Depuis le 2e étage, dans le département de surveillance, les superviseurs détectent immédiatement l'anomalie. La sécurité arrive et l'interroge sèchement, « Pourquoi as-tu coupé la communication ?» Quelqu'un remarque alors la ligne débranchée. On relâche Zixin, mais les soupçons grandissent. En observant la cantine, il réalise que nombre de recrues ne sont pas forcées à rester, elles choisissent volontairement ce travail, attirées par les énormes gains. Mais ceux qui échouent ou veulent fuir subissent de terribles représailles. Zixin voit un malheureux se faire briser la jambe pour avoir tenté de s'échapper. Peu à peu, il recueille des informations. Le vrai cerveau de l'organisation se cache au département de planification. Là, une élite d'intellectuels et d'ingénieurs conçoit des scénarios extrêmement sophistiqués, puis transmet les scripts au département téléphone, chargé de les exécuter. Une nuit, Zixin profite d'un moment de répit pour s'introduire dans le bureau du chef. Il pirate son ordinateur et envoie en secret un courriel à son ami hackeuse.
Zixin avait réussi à envoyer un message à la police, il leur donnait enfin les coordonnées exactes du repère. Mais il ignorait qu'entre-temps, la sécurité avait remarqué son absence. Tout le bâtiment fut bouclé. Zixin se faufila dans les conduits d'aération et déboucha dans une salle de bain. Il fit semblant d'y être venu naturellement, mais les agents de sécurité flairèrent l'arnaque. Pendant ce temps, dans le grand hall, l'organisation menait une arnaque massive. Chen, le chef, avait acheté une liste d'entretien d'une grande entreprise, tous les candidats récents, avec leurs données personnelles. Les escrocs contactaient un à ces postulants, leur annonçant qu'ils avaient réussi, mais qu'ils devaient payer une caution pour valider leur embauche. Flattés et surexcités par l'idée d'avoir été choisis par une grande firme, la majorité d'entre eux versaient immédiatement la somme demandée. Zixin, enfermé dans la salle de sécurité, bouillonnait. Il savait que des dizaines de personnes étaient en train de tomber dans le piège. Soudain, un jeune homme lui-même prisonnier, réduit à des tâches serviles, prit le risque de le libérer. Zixin fonça alors vers la salle de contrôle électrique. Il sabota tout le système, plongeant les lieux dans le chaos, avant de s'introduire dans le bureau de Chen pour lui voler son téléphone. Mais il fut rapidement repéré. L'alerte sonna, la sécurité savait qu'il s'était échappé, et tout le monde se mit à sa poursuite. Ils commencèrent même à déplacer le site, pour éviter l'assaut policier. Zixin se cacha un moment dans le hall, puis réussit à enfermer plusieurs fraudeurs en verrouillant les portes derrière lui. Acculé, il se jeta dans la cage d'ascenseur, poursuivi par les gardes. Mais il n'était pas un simple ouvrier, ancien soldat des forces spéciales, il savait survivre. Malgré les coups, malgré les armes pointées contre lui, il parvint à se hisser jusqu'au dernier étage. Là, enfin, il capta un signal et envoya les coordonnées précises aux autorités coréennes. Hélas, il fut rattrapé. Attaché, battu, menacé, il vit le garde du corps de Chen découvrir sa véritable identité et même celle de sa famille. Au moment où tout semblait perdu, une détonation résonna dehors. La police venait d'arriver. Distrait, le garde du corps desserra sa vigilance, et Zixin put se libérer de ses liens. S'ensuivit une course-poursuite jusqu'au toit. Là-haut, les deux hommes s'affrontèrent violemment. Zixin désarma son adversaire et pointa le pistolet sur lui. Le criminel, terrorisé, était à deux doigts de se souiller de peur. Zixin, ivre de rage, pensa à sa femme plongée dans le coma. Son doigt serra la détente. Mais juste à temps, le directeur de la police surgit, et le corps armé neutralisa le garde du corps. L'opération fut un succès, tous les travailleurs trompés furent indemnisés, récupérant l'argent qu'on leur avait volé. Quant à Zixin, son courage et son ingéniosité impressionnèrent les autorités. On lui proposa de réintégrer la police, dans une unité spéciale chargée de traquer et démanteler les organisations d'escroquerie électronique. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, sache que tu es apprécié, et si tu veux continuer l'aventure avec moi, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très bientôt.